Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau webinaire organisé par les techniques de l'ingénieur et par le service actualité. Le thème du webinaire d'aujourd'hui va être consacré au management et plus précisément au stress et à la performance. Et il est intitulé Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple. L'invité d'aujourd'hui qui va animer ce webinaire est Dino Ragazzo, consultant en management des organisations. Il est également expert formateur pour les techniques de l'ingénieur et également auteur de l'ouvrage Manager d'élite. Dino, bonjour. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Alors Dino, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de cet ouvrage Manager d'élite et notamment de la thématique de la Gestalt? D'accord. Euh, D'abord, c'est un ouvrage qui est basé sur une expérience d'une vie de manager, on va dire, et avec différentes situations problématiques qu'on peut retrouver lorsqu'on a une vie professionnelle, aussi bien en tant que comment dire, des problèmes de soi à soi, comme des dilemmes, des situations difficiles, des problèmes difficiles auxquels on peut se trouver confronté, mais aussi les difficultés par rapport à son manager ou par rapport à son collègue, des difficultés par rapport à une équipe et voire par rapport à une organisation. Voilà, donc c'est un petit peu tout le modèle qui soutient cette description d'expérience qui est l'objet de l'ouvrage Manager d'élite. C'est un modèle qui s'appelle Gestalt OD, qui est un modèle donc pragmatique, qui s'intéresse surtout aux interactions entre un organisme au sens large. Hein. L'organisme, c'est un individu, une équipe, une organisation, et son environnement. Voilà. Et puis, pour faire simple encore cette fois-ci, c'est un modèle qui inspire toutes les démarches d'accompagnement du changement. Et puisqu'on a beaucoup de questions, il y a beaucoup de gens qui sont intrigués par cette approche, gestaltodé, que ça veut dire, etc. Eh bien, je peux le dire, hein, Pierre, c'est pas un secret Bien sûr. qu'on a prévu d'organiser un séminaire détaillé à la rentrée qui sera appliqué à l'art du management sur une approche gestaltodé. Donc, comme ça, les auditeurs qui sont intéressés eh bien, pourront interagir avec nous et on pourra élaborer bien plus que ce que je peux faire maintenant en une introduction sur qu'est-ce que c'est que cette Gestalt OD et comment ça peut m'être utile dans mon travail et aussi bien dans ma vie privée. Voilà. Voilà. Donc c'est une conférence en ligne qu'on organisera probablement courant septembre. D'accord. Je rappelle avant de commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, que vous donnez aussi des formations pour les techniques de l'ingénieur, et notamment la Oui. formation donner et recevoir des feedbacks constructifs. Donc, je Mhm. vous laisserai voir à la fin du webinaire les liens utiles pour avoir accès aux informations concernant ces formations. Deux Très petits bien. détails techniques avant de commencer. La session d'aujourd'hui est enregistrée, donc vous aurez la vidéo et le son qui seront disponibles sur le site des techniques de l'ingénieur à la rubrique Actualité. Et dernière précision, vous avez la possibilité, et on vous y invite fortement, de poser des questions dans la fenêtre dédiée à cet effet sur votre panneau de configuration GoToWebinar. Vous avez un petit onglet questions. N'hésitez pas à poser vos questions. On y répondra dès la fin de la présentation. Et voilà, donc Dino, je vous laisse la parole et je vous laisse commencer. Ok, ok Pierre. Bien comme le disait notre invitation, nous vivons une époque de peur, une époque où nous avons peur des lendemains, peur des autres, peur de perdre son boulot, peur plus ou moins de s'engager, et peur de toutes sortes de désordres écologiques, économiques, sociaux. Et devant toutes ces peurs, eh bien, la réaction naturelle de l'être humain, eh bien, c'est de chercher à s'en prémunir. Et donc, face à une inflation des peurs, eh bien, une inflation de demande de sécurité. Par exemple, hein, pour être plus précis, euh, les plus anciens d'entre nous qui sont en train d'assister à ce séminaire se souviennent que pour monter dans un avion, il y a quelques dizaines d'années, eh bien, ma foi, c'était une chose très très simple. Aujourd'hui, le processus d'accès à un avion prend parfois beaucoup plus de temps que le trajet lui-même. Voilà. Autre phénomène lié à cette demande de sécurité, eh bien, on se rend compte, qui parfois d'ailleurs peut conduire à l'absurde, hein, on se rend compte que de plus en plus de gens s'épuisent au travail
Et d'ailleurs, j'ai récupéré une petite citation du Dalai Lama sur le sujet, hein, où il disait: mais les gens sont bizarres, les Occidentaux, ils perdent la santé pour accumuler de l'argent, et ensuite ils perdent de l'argent pour retrouver la santé. Voilà, et finalement, ils meurent comme s'ils n'avaient jamais vécu. Donc on a une espèce d'absurdité qui est aussi liée à cette demande de sécurité, probablement au boulot, qui est d'avoir suffisamment d'argent devant soi pour ne pas perdre, comment dirais-je, pour ne pas se retrouver en situation difficile. Bon, voilà. Encore un exemple, hein, les systèmes informatiques, on a maintenant des profusions de mots de passe qui sont de plus en plus complexes ou des processus de double contrôle pour accéder aux données. Enfin voilà, toutes ces comment dirais-je, précautions, toute cette demande de sécurité a pour conséquence de compliquer l'exercice de nos vies professionnelles, parfois jusqu'à l'absurde, comme je disais tout à l'heure, par accumulation de processus sécuritaires et surtout instauration d'un état interne qui va être propice au pessimisme et à la défiance permanente. Voilà. Alors malheureusement, nous ne sommes pas tous équitablement dotés pour supporter cette fièvre inflationniste et certains d'entre nous ne savent pas toujours comment s'en prémunir. Alors à travers ce webinaire, nous voulons vous proposer de prendre conscience de votre propre prédisposition à compliquer les choses et on vous donnera quelques pistes pour comprendre comment procéder autrement et faciliter ainsi l'exercice de vos activités professionnelles et améliorer votre résilience au stress. Voilà. Alors, j'ai parlé de cet état interne. Voilà. Voilà, j'ai ce petit schéma qui doit être accessible maintenant à tous. Notre état interne détermine notre façon de penser, et c'est le schéma sur lequel on va travailler. Hein. Et notre façon de penser détermine notre façon d'agir. Et donc, évidemment, la pertinence de nos choix et donc notre performance dépend de notre état interne. Alors, pour l'instant, on en reste avec ça. Parlons un petit peu de stress. Alors, l'état interne résulte de nos perceptions et, comme vous le voyez, hein, et du sens que nous leur attribuons. Alors, au sens large, stress, c'est perception d'une divergence entre une demande et la capacité à y faire face. Alors évidemment, cette perception, elle peut être positive ou négative. Je peux prendre deux exemples. Si la perception est négative, supposons qu'on vous demande de rendre votre rapport avant ce soir, un travail que vous deviez faire, on vous demande de le rendre avant ce soir, et que vous avez le sentiment que ça ne sera pas possible. Eh bien, évidemment, votre perception sera négative, et vous allez vous trouver en situation de détresse, on va dire. Hein. C'est ce qu'on appelle stress. Aujourd'hui, le mot stress a une connotation négative. Mais en réalité, il y a deux formes de stress. Il y a la détresse et le e-stress qui a une forme plus positive dont je vais vous parler tout à l'heure. Mais en tout cas, dans le cas de figure que je viens de donner, eh bien, vous allez surtout mobiliser vos forces de défense. Vous aurez besoin de vous mettre en sécurité parce que comment je vais faire, comment je vais m'y prendre si je n'arrive pas à tenir cet engagement ou à satisfaire cette demande. Voilà. Donc, il y a de l'insatisfaction et j'ai besoin de me préserver de ceux qui me donnent des contraintes difficiles, de ceux qui peut mettre en danger mes prérogatives, mes privilèges. Enfin voilà, j'ai besoin d'éliminer tout risque. Vous comprenez bien que toute l'énergie que je mets à me protéger, eh bien, c'est pas de l'énergie qui est mise sur la performance, hein, c'est plutôt de l'énergie de perte collatérale, on va dire. Okay. Prenons le même cas de figure. J'ai un travail à rendre ce soir et je le considère comme un défi. Et je sens que je suis prêt à relever ce défi. Voilà, je vais devoir développer peut-être de la créativité, je vais devoir faire des choix peut-être différents. Enfin voilà, j'ai quelque chose qui me stimule. Et je suis également en force, en situation de stress, mais en stress positif, qu'on appelle du e-stress. Voilà. Et ma performance, évidemment, c'est dans ce cas-là, elle risque d'être différente parce que toute mon énergie, ce sera des forces motrices qui seront mobilisées pour satisfaire la demande.
Alors, dans des précédents webinaires, j'avais déjà parlé des facteurs moteurs et des facteurs d'hygiène d'Esberg. Bon, peut-être on en reparlera une autre fois, ou s'il y a des questions, on ira là-dessus tout à l'heure. Mais ce qu'on voit, c'est que là, on a des forces de motivation, des forces motrices. Et la performance, évidemment, dans ce cas-là, est plus intéressante puisque je fais des choix peut-être plus pertinents. Alors, résumons tout ça. Mon état interne, je pars soit en situation de stress, c'est-à-dire détresse, hein, ou stress. Dans le cas de la détresse qui est en haut, je développe plutôt des forces de défense, et c'est de l'énergie qui est perdue, entre guillemets, par rapport à la performance. Hein. Et dans situation de stress, j'ai des forces motrices et j'ai peut-être plus de rendement. Voilà. En tout cas, dans les deux cas, c'est une dépense d'énergie qu'il faut savoir gérer. Parce que si cette dépense d'énergie dure longtemps, et si elle est d'une certaine intensité, eh bien, ma foi, nous n'avons pas des réserves inépuisables d'énergie et on finit par s'épuiser. Et voire même, on peut même aller jusqu'à la dépression. Bon, voilà, j'ai parlé de ça, mais j'ai parlé de performance également. Je voudrais revenir sur le schéma. On parle beaucoup de performance, mais c'est un thème qui mérite un peu d'éclaircissement. Alors, performance, ça veut dire quoi? Ça veut dire en tout cas qu'il faut tenir compte de trois thèmes qui sont l'objectif, les ressources disponibles ou à mobiliser et le résultat. Alors, la capacité de choisir les ressources qui sont nécessaires pour un objectif donné, c'est ce qu'on appelle de la pertinence. Vous me voyez venir, hein, façon d'agir, pertinence, état interne, stress. Évidemment que la pertinence, elle risque d'être entachée selon mon état interne. Je peux choisir parfois des ressources inappropriées ou trop de ressources, mobiliser trop de ressources. Par exemple, si j'ai une tendance perfectionniste, je vais avoir à mobiliser beaucoup trop de ressources pour produire un même résultat. Donc ça, c'est ma pertinence, c'est une capacité tactique et évidemment, elle dépend de mon état interne. La capacité d'une ressource à apporter du résultat, c'est-à-dire la puissance d'une ressource, on va l'appeler efficience. Voilà. Plus une ressource est efficiente, plus elle est capable de produire du résultat. Et évidemment, on a un résultat qui est plutôt stratégique, c'est la capacité à satisfaire les objectifs qu'on appelle des efficacités. Voilà un petit peu le schéma de la performance. Et donc, si on veut donner une définition à performance, eh bien, c'est pertinence plus efficience. C'est l'aptitude d'une organisation, d'un organisme au sens de la Gestalt dont je vous parlais tout à l'heure, à se fixer des objectifs et à atteindre ces résultats en optimisant la qualité des ressources engagées. Voilà, j'espère que vous me suivez tout de suite. Et on va passer à deux exemples où je vais vous proposer un petit exercice pour justement comparer nos façons d'agir lorsqu'il s'agit de traiter une information. Juste, je vous ai remis le petit schéma là-haut. Notre état interne détermine notre façon de penser, qui détermine notre façon d'agir et évidemment qui a un effet sur la performance, ne serait-ce que par la pertinence du choix des ressources, mais on pourrait dire aussi par la pertinence des objectifs et des résultats attendus. Alors, la question que je vous pose est la suivante, et je vais bien préciser. Voilà, imaginez que vous recevez en tant que destinataire direct un mail d'un collègue qui vous informe que M. Discorso, qui est PDG de la société ChopChop, souhaite s'entretenir avec vous par téléphone mercredi prochain, dans la matinée, pour une importante affaire. Et ce message comporte une pièce jointe avec d'autres informations qui vous seront utiles, selon votre collègue, pour cet entretien. Alors, précisons, vous ne connaissez ni la société ChopChop, ni son PDG. La question que je vous pose, c'est combien d'actions distinctes allez-vous réaliser pour traiter cet email? D'accord? Combien d'actions distinctes, des actions élémentaires, allez-vous traiter pour réaliser pour traiter cet email? Et là, voilà,
on vous laisse répondre. Si vous avez des questions, utilisez les fenêtres de chat pour plus de précision. On en fera profiter tout le monde. Hein, voilà. Dino, Mes Dino, collègues vous envoient un mail. Ça doit vous je, arriver. je Oui, lance le sondage. Hein. d'accord, Je d'accord. lance le sondage. Ok, ok. Donc il y a une, vous pouvez répondre dans la fenêtre qui s'est allumée. On va attendre une trentaine de secondes pour que le plus de gens possible Puisse puissent intervenir, oui. participer. Hmm. Voilà, donc votre collègue vous envoie un mail, comme ça arrive très souvent, il vous dit tu vas recevoir mercredi prochain monsieur machin, que vous ne connaissez pas, de la société machin que vous ne connaissez pas. Voilà. Combien d'actions avez-vous réalisées pour traiter cet email? Alors c'est simple, hein, c'est entre 0 et l'infini, mais bon, dites-moi un petit peu comment, euh, comment vous traiteriez cette affaire. Allez, encore un petit effort. On a 90% des gens ont voté. Oh, bah c'est pas mal, C'est pas mal. c'est pas mal, c'est pas mal. On brûle d'impatience de connaître les résultats, Pierre. Alors, je vais fermer le sondage. Ouais. Et donc, j'affiche les résultats. Je vous laisse commenter, Dino. Alors, moi, je ne les vois pas. Alors, vous ne les voyez pas? Je vais commenter donc. Non. Alors, on a donc les réponses étaient 0, 1, 2, 3, 4 et plus. Donc, dans l'ordre croissant, on a 2% de gens qui feraient zéro action, Oui. 11% qui feraient une action, Ouais. 26% qui feraient deux actions, Ouais. 40%, 39% des gens feraient trois actions et 22% 4 et plus. Donc en gros, on a très peu de gens qui feraient zéro action. Et après, c'est presque crescendo. Quelques D'accord, personnes qui d'accord. feraient une action. D'accord. Alors, euh, zéro action, est-ce que c'est possible? C'est une question que je pose. Non, c'est pas possible, puisque au moins le mail, vous l'avez lu. Donc, ça fait au moins une action. Hein. Lire le mail, c'est au moins une action. Euh, mais ensuite, vous ne pouvez pas, j'imagine, laisser tous les mails que vous recevez tous les jours traîner sur votre boîte mail parce que, enfin, vous devez au moins le ranger, le supprimer. Enfin, j'imagine faire quelque chose avec ce mail. Donc, je dirais qu'au minimum, euh, c'est deux actions. Hein, c'est deux actions, c'est le nombre d'actions qui semble raisonnable. Il faut au moins lire le mail et le supprimer ou le classer. Hein, pour ne pas le laisser traîner sur le bureau. Voilà. Mais ce que je vois, c'est que donc 11% d'entre vous, non, pardon, 26% d'entre vous sont dans ce cas de figure. Bon, on peut considérer que à quelques peut-être compréhension, enfin, problème de compréhension près, on est sur. Je vois que le son passe pas bien, donc on essaye d'améliorer ça, hein, mais euh, voilà, j'essaye de faire quelque chose qui améliore les choses. Bon, donc on va dire que 20, 30, environ 40% d'entre vous, non, 4 et 2, 6, oui, 40% d'entre vous considéreraient que voilà, j'ai rien d'autre à faire que de lire et de ranger ce mail. Voilà, ou même le supprimer, hein, puisque en réalité, vous ne connaissez ni le PDG ni la société. Ma foi, voilà, on ne vous demande pas votre avis, on vous claque presque un rendez-vous, en plus d'une façon très imprécise sur la matinée de mercredi. Il n'y a rien à faire. Si mercredi vous êtes là, tant mieux. Si vous n'êtes pas là, bah, tant pis. Hein. C'est pas si important que ça, semble-t-il. En tout cas pour vous. Ça l'est peut-être pour votre interlocuteur, mais ça ne l'est pas pour vous. Donc vous voyez que 40% d'entre vous vont mobiliser beaucoup moins de ressources que les 60% qui ont répondu à la réponse 3, 4 et plus. À votre avis, quelle est la situation, si elle se répète, qui est la plus stressante? Eh bien, ma foi, la question porte la réponse, c'est que plus je mobilise de ressources
de façon pertinente et moins j'aggrave ma situation, ma charge de travail, on va dire. Donc, en principe, si je sais être pertinent dans la mobilisation des ressources, je me protège par rapport au stress. J'augmente ma résilience par rapport au stress. Mais qu'est-ce qui fait que, justement, on n'est pas tous répondus d'eux, hein, et qu'on ait parfois tendance à vouloir mobiliser davantage de ressources? Eh bien, on va dire que c'est peut-être, même sûrement d'ailleurs, c'est nos orientations personnelles, ce sont nos façons de penser dans la façon de résoudre les problèmes qui sont un début de réponse. Et je voudrais aller un petit peu plus loin sur ce sujet-là pour vous présenter un modèle qui peut vous aider à mieux comprendre quelles sont vos façons de penser. Alors ce modèle, certains d'entre vous le connaissent déjà s'ils ont déjà assisté à nos conférences, c'est le modèle circonplexe, voilà, qui comment dirais-je, recense 12 façons de penser qui expliquent, en tout cas dans les organisations, je dirais la majorité des cas de figure. Alors, je ne vais pas tout détailler, vous retrouverez le détail de toutes ces façons de penser sur l'enregistrement du webinaire que vous recevrez à l'issue de ce travail d'aujourd'hui. Mais en tout cas, ces façons de penser, on les classe selon 3 catégories. On a des façons de penser qui sont qualifiées de constructives et qui sont sur le graphe qui est présenté devant vous, disposées en haut, vous voyez, de 11h à 2h, hein, comme si on regardait le cadran d'une horloge, voilà, qui s'appelle accomplissement, réalisation de soi, humanisme et coopération. Je vous donnerai 3 exemples tout à l'heure. Nous avons une façon de penser qui sont dans un modèle plus passif-défensif, qui sont approbation, conventionnalisme, dépendance, évitement, et des façons de penser qui sont plus en mode agressif, défensif. Quand je dis agressif, défensif, c'est eh bien, j'agresse pour préserver mes privilèges, hein. C'est parfois un mode managérial lorsqu'il est exagéré, qui fait beaucoup de dégâts. Donc, ils sont opposition, pouvoir, compétition et perfectionnisme. Voilà, donc vous retrouverez ce graphe sur le compte-rendu qu'on vous enverra et avec des exemples plus détaillés sur chacun des 12 normes, les 12 normes qui sont décrites sur ce graphe. Mais j'ai voulu les particulariser à notre webinaire d'aujourd'hui et dire, mais comment est-ce qu'un manager organiserait le travail de l'équipe selon son profil professionnel? Voilà. S'il pouvait avoir son profil professionnel, eh bien, il verrait par exemple, je vais vous prendre 3 exemples. Il verrait que si il a un style prédominant à 11 heures, eh bien, sa façon de réfléchir est un peu la suivante, c'est il sait que 20% des énergies produisent 80% des résultats. Et parfois, et même et souvent, ça suffit. On n'a pas besoin de déployer beaucoup plus pour fignoler. Enfin voilà, c'est pas très productif de déployer 80% des énergies pour obtenir 20% des résultats. Donc ce genre de manager va déléguer et va surtout déléguer en fonction des compétences de chacun, parce qu'évidemment, il cherche à focaliser les efforts sur les activités les plus fructueuses. Et ce qu'il cherche, c'est à utiliser ses ressources d'une façon la plus pertinente possible pour obtenir les meilleurs résultats. Alors évidemment, c'est un mode de management qui est très motivant parce que chacun est mis au défi de donner le mieux de ce qu'il peut. On utilise au maximum les compétences que chacun a et tout le monde y gagne, si je peux dire. Alors à l'opposé, on a par exemple des managers, je sais pas, je prends celui à 6 heures, vous voyez, qui va plutôt fonctionner sur un mode évitement. Et donc sa façon d'organiser le travail, eh bien, c'est laisser faire. C'est surtout pas de vagues, c'est on verra. Alors évidemment, ça peut être sympa laisser faire, mais enfin, un manager qui guide pas, un manager qui prend pas de décision, un manager
qui fait toujours le dos rond, ma foi, ça crée malgré lui, ou peut-être, enfin c'est souvent malgré lui ou malgré elle, eh bien ça crée de la souffrance au travail. Donc on voit que ce manager-là va peut-être avoir beaucoup plus de mal à gérer efficacement les ressources qui sont à sa disposition. Voilà, et puis j'en prends un dernier exemple, c'est celui qui est à 8 heures, c'est celui qui va avoir un mode pouvoir qui va être particulièrement développé. Eh bien celui-ci va, je pense que ça doit vous parler, il va faire une répartition autoritaire des tâches. Pour lui, ce qui est important, c'est qu'il ne soit pas mis en défaut, donc il va chercher dans sa répartition autoritaire à préserver son prestige. Donc, vous voyez, il ne va pas trop aussi prendre des risques, ils seront très mesurés. Il va toujours chercher à surexploiter, enfin sous-exploiter les ressources, c'est-à-dire qu'il va demander un bazooka pour, je ne vais pas prendre l'exemple, il ne faut pas le dire ici. Et puis, et surtout, il cherche à tout contrôler pour que rien ne lui échappe. Donc, évidemment, vous voyez, trois schémas de pensée, trois façons de penser qui comment dire, joue sur la pertinence du choix des ressources, en tout cas. Bien. Alors, je vous ai donné ces exemples supplémentaires pour apporter une première réponse aux différences de choix que vous avez présenté tout à l'heure sur le cas de figure que je vous ai soumis. Je vais vous en soumettre un deuxième. Et encore une fois, on va voir un petit peu comment chacun d'entre vous réagit. Voilà. Sur ce deuxième exemple, que j'ai appelé objectif non négociable, vous êtes responsable de plusieurs projets, imaginez, hein, et votre manager arrive en catastrophe dans votre bureau et elle vient vous informer qu'elle avait avancé la date de fin de l'un de vos principaux projets. Voilà. Elle vous avait initialement accordé 1 mois pour réaliser ce travail. Et aujourd'hui, elle exige, et il n'y a pas à discuter, que vous rendiez votre travail demain. Voilà. Et ben voilà, votre équipe a tout juste commencé à y travailler. Ma question, c'est comment allez-vous réagir? Donc là, vous voyez, ce qu'on vous demande, c'est des petites phrases courtes pour dire comment allez-vous réagir. N'hésitez pas, soyez direct, soyez simple. Pas besoin de faire beaucoup d'embâges. On comprendra ce que vous voulez nous dire. Alors on invite les internautes les auditeurs, pardon, à mettre leur réaction à écrire leur réaction dans la case, dans l'onglet questions de GoToWebinar. Et moi, je vais synthétiser tout ça sur un papier qu'on partagera après sur l'écran de manière anonyme. Donc, n'hésitez pas à laisser vos propositions dans l'onglet questions. Je vais me charger de synthétiser tout ça. Donc, on va peut-être laisser un petit peu de temps aux auditeurs pour mettre leurs remarques. Peut-être que Dino, vous pouvez juste rappeler, enfin, je sais que vous venez de le faire, mais juste rappeler rapidement ce qu'on attend des auditeurs pour que ceux qui ont pas forcément suivi ça de très près puissent Ouais, raccrocher le wagon. ouais, ouais. Donc voilà, votre manager arrive dans votre bureau et vous dit ben, le boulot que je t'ai donné récemment et qu'il fallait me rendre, le dossier qu'il fallait me rendre dans 1 mois, bah, écoute, il faut le rendre demain. Voilà, il faut le rendre demain et c'est pas négociable. Voilà. Et la question est comment allez-vous répondre à votre manager? Qu'est-ce que vous allez répondre à votre manager? Et vous pouvez le faire de façon très simple. En, en, on n'est pas besoin d'expliquer même votre choix. On en discutera tout à l'heure. Hein, on aura des échanges. Vous pourrez poser vos questions sur ce sujet-là. Mais dites-moi ce que vous répondez à votre manager. C'est ça qui nous intéresse. En fait, comment vous réagissez devant cette situation? Comment vous l'appréhendez? Comment vous la vivez? Bah écoutez, il y a beaucoup de réponses en tout cas, hein. Bon, bah oui, d'accord. Bah on va les discuter. On va les discuter. Alors, Pierre, dans les réponses que vous voyez, Mhm. est-ce qu'il y a des tendances qui se dégagent comme ça quand vous les appréciez Alors pour être tout à fait avec les honnête, doigts je mouillés? suis en train de faire je suis en train de copier-coller ça, donc j'arrive pas trop à visualiser D'accord, 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 les entre guillemets les redondances s'il y en a, mais d'accord, dès que ça d'accord. se calme un petit peu, je fais ça. Bon, alors moi je suis en train de les
On va laisser, ça va aller vite, hein, donc à mon avis, on peut juste laisser peut-être une minute ou deux supplémentaires. Mais là, j'ai déjà une quinzaine de réponses. D'accord. Alors pour J'imagine être, que ce sont des situations plus ou moins vécues, hein, ça arrive, hein, des choses comme ça, hein. Il y en a qui peuvent se sentir trahis, qui peuvent se sentir mis dans l'impuissance, il y en a qui peuvent se sentir ne pas comprendre, il y en a qui peuvent être dépités, il y en a qui peuvent comment dire, se mettre en colère. Enfin voilà, comment vous réagissez? C'est ça qui vous intéresse. Il y en a qui sont désabusés, qui peuvent dire bon, rien à faire. Oui, oui, chef. Mais on peut dire oui et puis ne rien faire aussi. Hein, vous voyez, voilà, c'est ça qui m'intéresse. je C'est de crois, je crois pouvoir que, donner je crois ça. que personne n'a répondu ça pour l'instant, Ah, mais ça existe. bien sûr. En tout cas, moi, j'en ai vu. Et je dois même dire que parfois, ça m'est arrivé de le pratiquer, mais bon, ça reste entre nous. Alors pour commencer à un peu interpréter, là, pendant que je copie-colle, je vois effectivement qu'il y a alors je vais pas donner de pourcentage, mais il y a quelques personnes qui pensent juste simplement que l'objectif n'est pas réalisable et qu'il faut peut-être juste ne pas se voiler la face, on va dire. C'est une des réponses qui revient quelquefois pour l'instant. D'accord. Donc ça, on va l'appeler mode opposition. Opposition parce que, en fait, je m'oppose à la demande de mon manager. Je ne dis pas qu'elle n'est pas justifiée, hein, mais c'est le mode prioritaire. Voilà, c'est ma première réaction qui me vient à l'esprit. C'est que devant une telle demande, mon, mon réflexe est de m'opposer. Hein. S'opposer, c'est se poser devant. Donc, je dis non, là, c'est pas réalisable, chef, tu es complètement à côté de tes pompes et niette. Enfin, ça veut dire non ou voilà, j'y arriverai pas, ou c'est pas possible, tu me demandes quelque chose d'impossible à faire. Alors, est-ce qu'il y a d'autres formules, Pierre, qui ressembleraient à quelque chose de différent? Alors il y a une formule qui revient assez régulièrement aussi, c'est la volonté de faire ce qui est faisable au maximum des possibilités et tout en se disant que si on n'a pas fini, bah c'est juste que c'était pas faisable. D'accord. Alors là, il y a deux Ouais. façons de penser, on va dire. Il y a une qui a un mode un peu plus constructif, qui dit, bon, ben, on va essayer. Euh, et si ça marche pas, eh bien, c'est que c'était pas faisable. Hein. Donc, Voilà, c'est ça. euh, je suis pas convaincu que je serais capable de le faire. C'est ça que ça veut dire. Hein. On va essayer, mais si ça marche pas, ben, si ça marche pas, c'est quand même que ce que j'ai rendu n'est pas à la hauteur, quoi. Donc, euh, on va dire qu'il y a un mode constructif qui est probablement un mode lié à la réalisation, à l'accomplissement. Donc, c'est le premier réflexe. On va le faire et faire ce qui est possible en tout cas. Hein, c'est une approche pragmatique. Et on verra où on peut aller. Je mettrai ça sur une idée peut-être autour de quelque chose de plus passif, une approche un peu plus passive, comme peut-être de la dépendance, comme si le résultat ne dépendait pas de moi, comme si le résultat dépendait de je ne sais quoi. Voilà. Bon, évidemment, là, c'est de l'emporte-pièce, hein, mais c'est pour vous donner une façon de lire le graphe que je vous ai présenté tout à l'heure. Bon, Dino, je vais partager mon écran et je vais afficher les D'accord. je vais Mais afficher moi, je les ne le résultats vois qu'on a pas, pour le moment. votre écran clair. Ou Je, alors, je pense que vous allez le voir là. On va voir. ah bon, allez-y, allez-y. Alors, alors, ah oui, je le vois, je le vois, je le vois, Voilà. je le vois, je le vois. Donc je Super, vais vous mettre le Word en d'accord, plein d'accord. écran. Une C'est ça. petite seconde.
Hop, et voilà, donc là on a la liste des réponses que j'ai mises. Alors désolé pour ceux qui répondent maintenant pour le coup. Alors attendez, je vais vous dire, peut-être que je peux en rajouter une ou deux. Ben, travaillons Hmm, déjà là-dessus, mais on va allez, déjà faisons dans commencer par l'ordre, là, hein. effectivement. Je négocie un délai ou alors un rendu partiel. Bon, il est évident que euh, votre manager sait bien que vous ne lui rendrez pas le même boulot en un jour qu'en un mois. Donc le rendu partiel, il ne peut pas s'attendre au même résultat. Euh, Sinon, il faut l'inviter à assister davantage à nos webinaires. Donc, le délai, on vous a dit, c'est pas négociable. Voilà, donc je dirais que ça, c'est une approche constructive, opposition, il y a les deux, quoi, hein. Je motive l'équipe à rendre quelque chose de présentable en signifiant que le temps imparti ne permet pas un travail abouti. Bon, d'accord, c'est une approche constructive aussi, avec une précision qui laisse penser que votre manager n'aurait pas la même clairvoyance que vous. Okay, donc il y a peut-être quelque chose à fouiller là-dessus. J'indique que c'est impossible. Alors ça, c'est opposition. Votre manager, si vous le demande, c'est qu'il espère quand même en avoir quelque chose. Je prends acte de la date de fin et signifie qu'il sera remis en état d'avancement réel. Je ne comprends pas la réponse. Je prends acte d'avancement. Ah oui, d'accord, la date de fin et signifie qu'il sera remis en état d'avancement réel. C'est-à-dire, si j'ai bien compris, je te remettrai Je ce ferai ce que que je je suis pourrai. capable de faire, je ferai ce que je pourrais. D'accord. C'est une approche constructive aussi, on va dire. Le pourquoi, c'est comme ça. Ça ne change rien, même s'il explique pourquoi. De toute façon, le boulot peut rendre pour demain. Donc, vous voyez, ça va être plus, on va plus se placer dans le mode opposition. Essayez de lui demander une rallonge de temps, mais on vous a dit que ce n'était pas négociable. Donc, on est aussi un petit peu dans une démarche d'opposition. Je répète, hein, je ne juge pas les démarches, je veux juste souligner votre mode de réponse prioritaire. Et évident que si vous mettez votre énergie en opposition, ça veut dire que vous cherchez à préserver, vous cherchez probablement de la sécurité. Et donc, c'est de l'énergie qui risque de vous plonger davantage, de renforcer en tout cas davantage votre état de stress. Euh, voilà, c'est un petit peu l'objet de ce webinaire, c'est de comprendre un petit peu comment on s'y prend chacun pour faire ou pas faire du stress, hein, et surtout pour le subir soi-même, hein. J'en prends. Alors, je signale que les objectifs sont irréalistes, les ressources pour aider sont indisponibles, donc je rendrai pour le lendemain un projet en état. Bon, d'accord, avec quand même une notion d'opposition là-dessus. Ça ne me surprend pas, hein. En France, on trouve beaucoup, beaucoup de réponses, si je peux dire, immédiates sur le mode opposition, hein. Ça clash parce qu'il n'a pas su gérer la priorité, donc là on va l'accuser. Donc c'est un mode peut-être opposition et peut-être qu'il y a aussi compétition pouvoir là-dedans. Je ferai rapidement le point pour dire ce que je peux fournir dans ce délai. D'accord, constructif. Ce nouveau délai n'est pas réalisable, c'est opposition. La 12, expliquer, c'est opposition. Si vous avez des remarques, allez-y, hein. Expliquer que c'est impossible à faire, voilà, opposition. Bon, on voit que c'est souvent opposition, hein. On va faire notre maximum, mais l'objectif est impossible. Là, on est dans le mode plus constructif. Ensuite, tu fais un état d'avancement synthétique. Ben, on n'a pas le temps de faire ça, hein. Là, vous êtes peut-être un état d'avancement synthétique du projet pour lui faire comprendre que le projet n'est pas livrable demain. C'est de l'opposition. Et puis en plus, vous allez mobiliser des ressources pour lui expliquer quelque chose qui de toute façon ne changera rien à la situation, hein. Donc vous risquez vraiment de vous faire du mal pour pas grand-chose à la réponse à la 15. 16, je n'aurai peut-être pas la même réaction avec un manager en Allemagne ou en France, ça, d'accord, lié aux différences managériales. Donc là, vous voyez, 16, ça fait partie, me semble-t-il, d'une réponse en mode évitement. Parce que quand vous dites j'aurai pas la même réaction, en fait, vous dites pas quelle réaction vous aurez. 17 réactions, objectifs non négociables. D'abord, loyauté, je réalise, éventuellement dans la nuit. Deuxième étape, fixer rendez-vous manager pour demander que la situation soit. D'accord. Donc là, on est effectivement dans un mode
constructif et avec une volonté d'améliorer les choses dans l'avenir. Donc on a peut-être probablement ici quelqu'un qui anticipe, qui est plus créatif, et on va retrouver un mode constructif, donc réalisation et probablement réalisation de soi. C'est-à-dire, moi je prends soin, faut plus me faire des coups comme ça parce que je peux pas encaisser des coups comme ça tous les jours, quoi. Mes ressources propres sont aussi aménagées. Et il me semble que la 17 est une démarche à retenir. C'est celle qui consiste à satisfaire non seulement les besoins de l'entreprise, mais à prendre soin à ce que nous soyons toujours en bon état de marche pour pouvoir continuer à faire notre travail dans de bonnes conditions. État des lieux de mon avancement avec l'équipe, et donc je réponds non, voilà, pour demain. Ok, donc opposition, je ferai tout bien avancer le dossier, mais on n'est jamais terminé, c'est pas grave, elle comprendra, je pense qu'on est d'accord. Ça rejoint les approches constructives. Hein. J'essaie de comprendre si je peux donner un résultat partiel, même si ce n'est pas fini, il doit être complété, je réponds que je ne peux pas. Ok, constructif, opposition. Voilà, bon, je pense qu'on pourrait aller plus loin, mais on voit bien que la réponse principale qui se dégage, c'est opposition et constructif. Hein. Constructif et opposition. Comme ça, vite fait, hein, en faisant une analyse rapide. Alors, on peut échanger là-dessus, vous pouvez poser vos questions. Moi, il est clair que si, et je reviens sur le premier exemple, hein, si vous avez le sentiment que c'est un défi et que là, il va falloir, dans la mesure des possibilités, en étant réaliste, il va falloir développer de la créativité, il va falloir faire les choses différemment, il va falloir regrouper peut-être les ressources, enfin voilà, il va falloir développer une pertinence. Alors dans ce cas-là, c'est vrai que vous allez être en mode plus constructif et ça va, comment dirais-je, entretenir un e-stress, voilà, hein, qu'il faudra gérer, hein, parce qu'on ne peut pas vous faire fonctionner sur les charbons ardents tous les jours. Mais en tout cas, vous êtes dans une démarche plus positive qui va vous conduire à une réponse plus constructive. Maintenant, si le même sujet vous met dans une réponse qui nécessite à renforcer votre sécurité, vous allez être dans une démarche où vous allez consommer de l'énergie pour vous protéger et cette énergie ne sera pas disponible pour le projet. Voilà, donc c'est je dirais, presque préjudiciable et pour vous et pour le projet. Et peut-être que ce webinaire va vous inciter à réfléchir différemment hein, sur la manière de répondre aux sollicitations de votre vie professionnelle. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions qui sont arrivées depuis, Pierre? Parce que là, je suis totalement aveugle voilà, sur les réponses que j'ai données, des questions, des contestations, des remarques, des précisions supplémentaires. Est-ce qu'on peut... Alors déjà je vais vous repasser l'écran. D'accord, d'accord. Dans un premier temps. On postera hein, tout ça sur, on postera tout ça sur le compte rendu. Hein. Bien sûr, bien C'est sûr. très intéressant toutes les réactions qui sont là. Donc on voit bien qu'un certain nombre d'entre elles risquent de mobiliser de l'énergie des parties, comme je vous disais tout à l'heure. Voilà, donc c'est le moment de partager. Qu'en pensez-vous? Est-ce que on a réussi à vous faire ressentir dans quelle mesure chacun d'entre nous peut être son propre, alors pas exclusivement, hein, soyons calmes, mais on peut aussi être son propre générateur de stress. Alors il y a des questions qui sont arrivées. Je fais juste une petite précision là pendant l'intermède. Il y a une petite dizaine de personnes qui nous font état de problèmes de son. Donc il y en a beaucoup d'autres, notamment ici, là, qui me disent que le son passe très bien. En tout cas, pour ceux qui ont éprouvé des petits problèmes de son, je vous inviterai à vraiment regarder la vidéo qui sera diffusée sur le site parce qu'elle ne sera pas du tout tributaire de ces problèmes de son et l'enregistrement sera de très bonne qualité. Donc voilà, ceux qui ont des petits problèmes de son, c'est vraiment marginal. Donc voilà, c'est local. Sinon, au niveau des réactions effectivement à la liste qu'on vient de faire.
On a une première remarque. N'y a-t-il pas une grande différence entre la réaction que j'indique dans le webinaire et la réaction que j'indiquerai en réalité? Par exemple, dans le webinaire, sans conséquence, j'indique une opposition, alors que dans la réalité, je tenterai de faire tout ce que je peux, tout en ayant une opposition qui sera plutôt mentale en fait. Bon, écoutez, chacun s'arrange avec soi-même, c'est sûr. Euh, il est clair que plus je mets de l'énergie, qu'elle soit visible ou pas visible, hein, parce que le stress, c'est quand même un écart entre la perception de quelque chose à réaliser et sa capacité à la réaliser. Si cet écart, je le vois sous la forme cachée d'une opposition, eh bien, je me mets dans des conditions de renforcer mon stress. Donc la réponse est si je réponds une chose et que j'en fais une autre, est-ce que voilà, bon, malheureusement ça change rien, c'est une affaire entre soi et soi le stress. Enfin dans ce que je présente ici, hein. Alors si vous voulez, ce que je présente ici, c'est les capacités que nous avons chacun à gérer ce stress. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut faire en interne. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'environnement stressant. Il y a des gens qui sont stressants autour de nous, il y a des conditions de travail, enfin voilà, des choses qui peuvent favoriser le stress. Mais là, on ne peut pas faire grand-chose à notre niveau. Par contre, là, on peut faire quelque chose, c'est sur sa façon à soi de l'appréhender, de l'analyser et de le traiter. Et que cette façon soit visible ou non visible, hein, ça ne change rien. Oui, alors on a une deuxième remarque. Est-ce que le type de réponse, donc constructif ou opposition, ne dépend-il pas finalement en grande partie de l'expérience de la personne? Exactement, ça dépend de son expérience, de son vécu, de son histoire. En fait, c'est un trait de personnalité. C'est un trait de personnalité. Et il existe, je vous le présenterai tout à l'heure, mais il existe le moyen pour chacun d'entre nous, de chacun d'entre vous, d'identifier ces traits de personnalité et de pouvoir ensuite travailler dessus pour renforcer certains caractères et réduire ceux qui nous portent préjudice. Hmm. En prolongement de cette question, justement, sur le stress, est-ce que plus la personne aura d'expérience, plus elle aura tendance à être en opposition, car mieux elle connaît son travail, en fait? Est-ce que ça, c'est une réalité? Ça, c'est une question d'opposition, si je peux me permettre. En fait, oui, parce elle présuppose d'abord que ceux qui ont répondu en mode constructif étaient les plus expérimentés d'entre nous. Ça, rien ne le prouve, et je ne pense pas d'ailleurs. Et deuxièmement, elle suppose que le manager est incompétent. Parce que le manager qui vient vous demander un boulot en un jour alors qu'il avait prévu de vous laisser un mois, je pense qu'il sait aussi qu'il a un problème à résoudre et il sait que ça ne sera pas facile. Donc, le mode opposition, c'est un mode, comme je le disais tout à l'heure, qui se développe en fonction de la personnalité que nous avons. C'est en fonction de notre histoire, en fonction de nos propres expériences de vie, euh, notre profil psychologique. Voilà, on va dire comme ça. Tout à fait. Est-ce que alors là, on a une question, j'essaie de la reformuler. Est-ce qu'on peut imaginer que finalement la chaîne hiérarchique, on va dire, n'est-elle pas une cascade de stress qui finalement entre guillemets, atteint toujours les personnes en bas de l'échelle qui Ben oui, finalement, d'une manière ou d'une autre, vont se retrouver avec le stress cumulé de oui. toute la chaîne hiérarchique au-dessus. Donc, il y a et c'est ça, ça va être intéressant qu'on reprenne le thème lorsqu'on aura notre conférence sur la Gestalt, là. En fait, il y a un environnement qui possède certaines caractéristiques, alors on va les appeler stressantes, et un organisme qui est nous, qui doit s'ajuster, s'adapter à cet organisme, à cet environnement. Et effectivement, moi, l'accent que j'ai mis aujourd'hui sur la présentation, c'était comment renforcer notre résilience au stress. Imaginez que vous soyez dans un endroit où il y a le feu, vous n'êtes pas obligé de brûler. Vous pouvez aussi vous éloigner, vous pouvez, enfin voilà, il y a des tas
de réactions possibles. Vous pouvez éteindre le feu, vous pouvez faire des tas de choses qui vous empêchent de vous laisser envahir par la situation ambiante et qui vous conduisent à vous comment dirais-je, à prendre soin de vous et à résister, si je peux dire, au stress. Mais il est exact que moins j'ai de prérogatives dans l'organisation et plus je suis vulnérable. Ça, je suis d'accord avec ça. Alors, on a une question très intéressante. Comment éviter de devenir soi-même agressif, défensif dans sa manière de manager quand on a soi-même le goût du défi, mais qu'on se rend compte que les employés ne sont pas aussi formés que prévu aux défis qu'on leur propose? Ah, j'adore cette question. En fait, on se rend compte qu'on n'arrive pas à motiver nos salariés, nos employés, nos collaborateurs. Et la question est orientée dans le fait que c'est la défaillance ou la difficulté viendrait de eux. Mais en fait, elle vient probablement d'un système, c'est-à-dire c'est moi par rapport à eux, eux par rapport à moi. On n'arrive pas à se mettre d'accord sur des standards, sur des défis. On n'a pas les mêmes motivations, on n'a pas les mêmes mobilisations. Alors souvent dans ce cas-là, devant ce constat de, euh, comment on va dire, enfin, on a l'impression d'avoir affaire à de la résistance, eh bien on a tendance à y aller à la manière forte et on devient soi-même agressif, défensif. Bon, tout le monde sait que ça peut être parfois utile, mais si c'est le mode qui fonctionne en permanence, eh bien c'est qu'il y a un problème dans l'échange entre le manager, qui dans ce cas-là serait l'organisme dans le modèle Gestalt, et son environnement, qui serait dans ce cas-là son équipe. Et il y a un problème d'adéquation et d'adaptation, donc il y a un problème d'échange, de compréhension, de travail à faire pour se mettre d'accord sur un certain contrat qui puisse satisfaire tout le monde ou qui puisse réduire l'insatisfaction générale. Voilà. Et le fait de mettre en place ce contrat, eh bien, vous inclut, vous met dans une énergie qui est beaucoup plus constructive. Voilà. C'est-à-dire, peut-être que mes ambitions sont trop élevées pour le moment, peut-être que je vais devoir ralentir un petit peu, mais pour aller les chercher et que je pourrais les emmener ensuite avec une confiance, avec une relation différente qui va s'établir, qu'on pourra aller plus vite, plus loin. D'accord. Question suivante, hein, quels sont les deux, trois indicateurs qui permettent de se rendre compte que l'on fait compliqué au lieu de faire simple? Question large. Mais si vous avez envie de, si vous trouvez, ben, il y a un indicateur qui est assez simple, c'est est-ce que vous êtes quelqu'un qui tient ses engagements. Voilà. C'est-à-dire, vous pouvez dire oui, moi je suis quelqu'un qui tient, enfin c'est ma culture, je fais ce que j'ai dit. Mais tenir ses engagements, c'est être capable de, par exemple, de rendre un boulot à un moment qui a été convenu et qui n'a pas été, qu'on ne rediscute pas. Bon, voilà, donc est-ce que ça c'est la majeure partie des cas ou est-ce que souvent ça vous arrive, alors vous allez dire pas de ma faute, machin, bon, peu importe, mais est-ce que ça vous arrive plus ou moins souvent de ne pas être au rendez-vous, si je peux dire. Donc évidemment, ça c'est un indicateur. Voilà. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes en mesure, est-ce que vous êtes maître de votre temps de travail, si je peux dire. Est-ce que vous partez le soir du boulot à une heure que vous avez décidé? Est-ce que c'est souvent le cas ou est-ce que c'est pas souvent le cas? Voilà, ça ce sont des indicateurs qui peuvent vous dire si vous faites simple ou compliqué. Il est bien évident que ceux qui avaient répondu, je fais 3, 4 actions et plus, vous avez du potentiel. Vous pouvez gagner, vous pouvez simplifier votre façon d'aborder les tâches en, en, en travaillant ça, vous allez probablement, effectivement, simplifier votre vie professionnelle. D'accord. Alors on a encore beaucoup de questions, hein. On approche de midi, donc on va essayer peut-être de faire un peu plus vite. Mhm. Si on se met dans la peau du manager, comment réagir face à une réaction d'opposition? En effet, cela peut être une situation aussi stressante pour le manager. Vous voulez que je reformule? C'est-à-dire, quand le manager se reçoit un non-chef, je ne le ferai pas. C'est Exactement. ça?
exactement. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais. Bon, il faut venir au stage feedback constructif chez nous. Mais en tout cas, il faut toujours comprendre que la personne qui vous dit non, c'est une personne qui a peur et qui a besoin de sécurité. Donc, si vous renforcez encore son niveau de peur, elle va finir par céder. Mais vous n'aurez rien changé, ça ne sera pas pour autant efficace. Donc, en tant que manager, vous avez besoin de quelqu'un d'efficace en face de vous. Et non seulement elle a peur, mais elle a peur parce qu'elle veut pas, elle veut bien faire. Enfin voilà, donc c'est dans votre état d'esprit. Donc vous voyez, je reviens toujours à la même chose, c'est votre façon de penser qui va vous faire trouver la bonne façon de réagir avec votre interlocuteur. Et si vous avez une façon, si par exemple le non vous met aussi en insécurité, eh bien vous allez communiquer sur un modèle où vous allez compliquer les choses. Voilà. Si le non ne vous met pas en insécurité, vous allez communiquer sur un mode plus constructif et va lui dire mais comment je peux t'aider. Est-ce que tu as compris que voilà, que j'ai besoin de toi. Enfin bon, après vous allez trouver les réponses. Moi j'ai pas de il n'y a pas de cahier où les réponses sont préétablies. Voilà, c'est dans votre façon d'entrer en contact, en communication avec votre interlocuteur que vous allez trouver et adapter le bon mode. Voilà. D'accord. Question courte, intéressante. Existe-t-il des exercices ou des méthodes pour développer notre e-stress? Notre e-stress, pardon. Et si oui, lesquels? C'est typiquement l'objet de la démonstration d'aujourd'hui. Développer votre e-stress, c'est surtout vous mettre, développer en priorité les modes de pensée constructifs. Voilà, c'est-à-dire que vous connaissez probablement tous ce proverbe, c'est-à-dire que les problèmes, ça devient des opportunités pour vous. Voilà. Donc un problème, c'est plutôt quelque chose qui nous fait penser à de la souffrance, à de la douleur, à des difficultés à traverser, à résoudre. Et une opportunité, c'est que vous voyez ce que vous allez pouvoir gagner en ayant traversé cette opportunité, en l'ayant saisie, en l'ayant traitée à votre manière. Donc effectivement, c'est un mode d'énergie qui est beaucoup plus positif et vous allez voir que effectivement, en vous mettant en mode constructif, vous allez rester plus en stress qu'en déstress. D'accord. Alors, question un peu longue. Quel bénéfice ai-je à rendre un projet en un délai beaucoup plus court que prévu, au risque de bâcler ce travail et en faire pâtir la réputation de l'entreprise? Ou en ce qui me concerne, quel bénéfice puis-je en tirer en admettant que je réalise l'objectif? Comment pourrais-je éviter que cela se reproduise, sachant que j'ai montré par le passé que je pouvais le faire et que ma direction comprendra que je peux travailler dans l'urgence? C'est un peu long. Est-ce que... Non, je crois que j'ai compris, Ouais. mais je vous rapporte à la question que vous avez à la réponse que vous avez soulignée en gras tout à l'heure, Pierre. La réponse, elle est Oui, là. oui, oui. Vous voulez Voilà. que je la relise? C'est-à-dire que non seulement, oui, bah relisez-la, ouais, voilà. Alors, c'était réaction objectif non. Alors on revient aux réactions, hein. Réaction objectif non négociable. Première étape, loyauté. Je réalise l'objectif dans la nuit. Deuxième étape, fixer un rendez-vous avec le manager pour lui demander que la situation ne se reproduise plus. Voilà. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai à y gagner? Ben, vous gagnez l'opportunité d'expliquer à votre manager que cette situation exceptionnelle est exceptionnelle et qu'il vous serait impossible, sous peine de vous mettre dans un état d'indisponibilité, hein, m'arrêter parce que si je suis obligé de m'arrêter pendant un mois parce que je suis sous antidépresseur, personne n'y gagne, chef. Donc voilà, j'ai été capable de le faire une fois. Il faut aussi que je prenne soin de la ressource qui est extrêmement indispensable à l'entreprise, qui est moi. Et donc, je vous demande de ne pas me reproduire ça avant 3 mois. Moi, j'en sais rien. Après, c'est à vous d'échanger. Donc, vous avez à gagner le fait de pouvoir vous positionner. D'accord. Comment faire face à des managers qui pratiquent l'évitement en ne prenant pas de décision? Et les managers qui pratiquent l'évitement, vous le verrez en reparcourant les graphes que je vous ai présentés tout à l'heure, sont des managers qui basculent assez facilement d'évitement à opposition.
C'est-à-dire que ce sont les gens qui ont le plus besoin de sécurité. Pourquoi ils ne prennent pas de décision? Parce qu'ils ont peur de choisir, ils ont peur de décider. Alors, vous allez me dire, pourquoi ils sont managers? Oui, c'est une bonne question. Donc, comment réagir face à des managers? Eh bien, vous avez une chance extraordinaire, c'est que vous pouvez vous-même décider. Hmm. Vous voyez ce que je veux dire? Si votre manager ne prend pas de décision, eh bien, vous la prenez. De toute façon, comme il ne prend pas de décision, il ne prendra pas non plus la décision de vous interdire de prendre sa décision. D'accord, d'accord. Voilà, c'est ce qui me vient à l'esprit comme ça, hein. Mais moi, je pense que dans ce cas-là, eh bien, puisque son idée, c'est plutôt je laisse faire, eh bien, ma foi, ça vous donne à vous un degré de liberté, une opportunité en tout cas, d'aller plus loin, de prendre des initiatives. On va encore poser deux, trois questions. J'en ai une là sur le niveau de complexification du contrôle des résultats. Donc en gros, la question c'est n'est-ce pas les méthodes de vérification des résultats et de vérification des conclusions d'un projet qui sont de plus en plus importantes, qui font que en gros, l'équipe qui est responsable du projet doit de plus en plus morceler ses tâches pour justement pouvoir justifier tous les résultats. Est-ce que c'est pas ces nouveaux systèmes de, de gestion de projet qui aboutissent à des augmentations aussi des niveaux de stress? Ben, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est à tous les niveaux, tout le monde rajoute Et il y a, excusez-moi, Dino, il y a aussi du coup dans la question une notion de confiance du chef envers ses subordonnés. ben, bien sûr, oui. Oui, oui, mais chacun rajoute sa dose, sa pincée de complexité, parce que chacun a besoin de sécurité. Euh, donc effectivement, les processus deviennent de plus en plus pointilleux et ça nous bouffe des ressources euh, supplémentaires et donc effectivement, ça aggrave notre cas. La réponse, c'est développons des modes de fonctionnement constructif où chacun est mobilisé par la recherche d'un résultat, mais qui soit suffisant, avec des ressources qu'on utilise et qu'on choisit de façon pertinente et qu'on choisit aussi pour leur efficience. Voilà. Et donc on est dans un mode de fonctionnement de la performance, un mode constructif de fonctionnement de la performance où la contribution de chacun est absolument indispensable. Ça existe, hein? Alors, on a encore deux questions là, dont une très intéressante. Comment gérer un manager qui est dans la compétition avec vous et qui est tout le temps dans l'escalade et que l'on n'arrive pas à arrêter? Il ne veut pas parler, il fonce sans savoir où il va. Comment gérer ce genre de situation? Écoutez, je peux me baser sur mon expérience personnelle. Je suis pas, voilà, c'est quelque chose que j'ai vécu. Euh, Votre euh, expérience de manager ou de... non, c'était une expérience. Non, j'étais pas manager à l'époque, et j'avais effectivement un collègue qui voulait démontrer qu'il était meilleur que moi. Et ma foi, je l'ai laissé faire. Et d'ailleurs, comme il voulait le démontrer à des gens qui lui demandaient rien, eh bien, il a très rapidement, il s'est retrouvé débordé parce que moi, je lui ai laissé tout faire. Et c'est ce qu'il voulait d'ailleurs, hein. Il voulait prendre toutes les tâches pour montrer qu'il était bon et tout. Et très rapidement, il s'est retrouvé débordé et donc c'était contre-productif. Donc ce qui se passe, c'est qu'ensuite il y a un conflit qui naît entre lui et moi, parce qu'il vient me reprocher, par exemple, de ne pas faire mon boulot, entre guillemets. Et donc c'est une opportunité pour mettre les choses au point et pour repartir sur des bases différentes. Voilà, on explique que cette relation de compétition ne nous intéresse pas et que si elle ne change pas, ben, ma foi, rien, enfin, ça va rester comme ça. Mais comme il vient vous voir parce que la situation actuelle ne lui plaît pas, ma foi, il y a des, en l'occurrence c'était le cas, il y avait des possibilités de se réajuster. Alors, une toute dernière question, et puis on s'arrêtera là. Comment sortir du mode d'opposition suite à un conflit avec le manager? Alors, je sais qu'on sort un peu peut-être du sujet de base, mais, euh, mais ça rejoint quand même le stress et la Eh bien, performance. là, on en reparlera lorsqu'on présentera le cycle d'expérience de la Gestalt. En fait, le conflit qui se termine de façon abrupte, c'est un conflit qui va rester gravé dans les mémoires de chacun et il va y avoir des ressentiments permanents. Donc, si on veut sortir du mode conflit-opposition, il faut pouvoir clôturer un conflit.
c'est-à-dire qu'on doit pouvoir tous les deux en tirer un enseignement et établir des nouvelles bases pour que la situation ne se reproduise plus. Et donc, c'est ce qu'on appelle faire une résolution et une clôture du conflit. Et cette aptitude-là, eh bien, on la développera davantage lors de notre prochain webinaire. Et je suis sûr qu'on a déjà un futur auditeur qui va s'inscrire sur la liste. On espère tous. Bien, on va s'arrêter sur cette série de questions. Le webinaire touche à sa fin. On vous remercie pour votre attention. Vous étiez une soixantaine aujourd'hui à suivre le webinaire. Merci à tous. Quelques rappels rapides. Dino, si vous pouvez changer de page. Oui. Celle-là ? Voilà. Donc on vous invite tous à prendre contact avec nous si vous désirez recevoir une invitation et participer à un test de caractérisation de votre profil. On vous rappelle que Dino anime la formation donnée et recevoir des feedbacks constructifs pour les techniques de l'ingénieur. Et si vous voulez en savoir plus et vous inscrire à cette formation, je vous invite fortement à aller sur le site des techniques de l'ingénieur à la rubrique formation. Il y a une dernière page, Dino. Vous avez aussi la possibilité, en fait, si vous voulez suivre les informations de la veille actualité, de créer un compte sur les techniques de l'ingénieur. C'est très simple et c'est gratuit. Et ça vous permettra de vous inscrire aux newsletters thématiques que le service actualité envoie à ses abonnés, notamment sur le management. Et notamment, donc, vous pourrez notamment y retrouver la vidéo du webinaire que nous venons de réaliser. Dino, merci beaucoup pour cette conférence en ligne. Ok Pierre, bah, c'était un plaisir. J'ai beaucoup aimé les échanges. J'espère qu'on aura l'occasion de les approfondir lors de notre prochaine présentation. On va s'atteler à mettre en forme un petit peu tout ce qui peut être utile dans le travail que nous avons fait aujourd'hui, donc dans les enregistrements. Merci beaucoup pour votre intérêt et votre participation. En tout cas, c'est pour moi avec un grand plaisir que j'anime à chaque fois avec Technique de l'ingénieur ces webinaires. Merci pour votre soutien et pour votre intérêt en tout cas. Bien, merci Dino. Et sur ce, je vous souhaite un bon appétit à tous et je vous donne rendez-vous dans 2 gros mois à la rentrée de septembre pour un nouveau webinaire management. Et je vous rappelle que vous pourrez retrouver bientôt l'enregistrement de la session d'aujourd'hui sur le site des techniques de l'ingénieur à la rubrique actualité. Voilà. Merci à tous, à bientôt et bonne fin de journée. Au revoir. Merci, au revoir.